Nous sommes à présent en plateau avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors on va voir ensemble votre vision des marchés comme chaque mois. Trois sujets aujourd'hui. D'abord la croissance qui s'essouffle dans toutes les zones du globe, des risques politiques toujours plus élevés et des banques centrales plus présentes que jamais. Mais alors, tout d'abord, sur le CAC 40, on est sur des plus hauts depuis 12 ans. Chaque jour on se dit que ça va s'écrouler et finalement ça continue à monter. Rien qu'hier, mercredi 6 novembre, on clôturait à 5866 points plus 0,34%. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça devrait continuer aujourd'hui vu les dernières nouvelles avec finalement des nouvelles rassurantes du côté de la Chine et des États-Unis. En tout état de cause, c'est vraiment cette guerre commerciale sino-américaine qui fait le marché, ainsi que les banquiers centraux. Et on verra au cours de l'interview que pourtant, il y a de nombreux risques politiques et géopolitiques de par le monde et qu'ils sont parfaitement évacués par le marché. Et alors, avant de parler des risques politiques ou géopolitiques, tout simplement, la croissance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'est pas forcément au beau fixe et pour autant, les marchés montent. Absolument, mais je pense que, d'ailleurs, j'en suis sûr, les marchés anticipent l'avenir et en fait, ces nouvelles en fait sont vieilles. C'est une constatation de ce qui s'est passé et pas de ce qui se passera. Et on se souvient à la même époque, l'an dernier, on était dans un maelstrom terrible avec des marchés financiers qui dévissaient pour des craintes de récession. Et finalement, les marchés avaient peut-être raison puisqu'on voit bien que la croissance s'est essoufflée un peu partout sur la planète. Donc, on a des États-Unis qui sont en bonne forme, mais quand même qui sont en train de ralentir. Alors, c'est pas dramatique parce qu'il y a plus de volatilité depuis la crise financière sur les chiffres de croissance, mais c'est vrai que ça ralentit, on s'approche doucement vers le potentiel de croissance américaine. On a vu des chiffres en Allemagne qui sont vraiment dramatiques pour la production industrielle, mais on peut se dire qu'on a probablement touché le fond, puisque c'est quelque chose qui a ralenti très très sévèrement. En Italie, on a finalement un gouvernement, le nouveau gouvernement n'arrive pas encore à vivifier la croissance et l'Italie est probablement en récession. Donc en fait, on a eu des marchés qui ont vraiment anticipé ce ralentissement, ça c'était l'année dernière, et là on se dit que probablement avec des banquiers centraux toujours à la manœuvre et finalement des perspectives budgétaires qui peuvent être moins contraintes que précédemment, on va réussir finalement à avoir un cycle qui réaccélère peut-être en 2020. Alors on a quand même la France et l'Espagne qui tirent leur épingle du jeu, alors timidement, la France notamment grâce aux mesures gilets jaunes qui permettent de garder quand même un petit peu de croissance. Exactement, c'est vraiment justement ce que Mario Draghi appelait de ses voeux, c'est-à-dire faire finalement des relances budgétaires. On voit que l'Allemagne est complètement arc-boutée sur son niveau zéro de déficit, mais en même temps elle a un excédent de 60 milliards, donc elle pourrait, si elle le voulait, finalement relancer son économie et être toujours excédentaire. Donc les mesures gilets jaunes en France tirent la croissance. On attend quelque chose de la part de l'Allemagne, qui a quand même des chiffres de croissance économique, en tout cas de chiffres de production industrielle et des PMI qui sont vraiment en berne. Et donc c'est pour ça que le marché, je pense, se dit finalement ça va mieux sur le front du commerce, ou en tout cas on anticipe mieux les soubresauts du commerce mondial. On a des chiffres de croissance qui confirment les craintes de l'année dernière, et c'est peut-être probablement un point d'inflexion vers une stabilisation, voire une réaccélération du cycle. Alors la Chine aussi souffre un petit peu, elle perd un demi-point de croissance, mais essentiellement lié à cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc d'après ce que vous nous dites, les nouvelles devraient aller dans le bon sens dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'actualité. Et c'est très anticipé, c'est-à-dire que la Chine, on est à 6 de croissance, ça sera peut-être légèrement sous 6, mais en tout cas, c'est toujours le problème des marchés financiers. Il faut réussir à ancrer des anticipations, et on pourra en parler sur l'inflation, ça c'est le gros ratage des banquiers centraux. Mais en tout cas, à partir du moment où les chiffres de croissance sont très anticipés et très ancrés dans la tête des investisseurs, à ce moment-là, ça va quand même, ça permet d'annihiler des pics de volatilité non prévus. Et alors, ces risques politiques et géopolitiques dont vous nous parliez tout à l'heure, ils sont nombreux aujourd'hui. Alors, on ne sait pas par lesquels commencer, peut-être par le Brexit, puisqu'on en parle tous les jours depuis un an. Donc, oui, voilà, même depuis 3 ans. Et puis, on voit bien que finalement, le Brexit, c'est plus un sujet. Alors, c'est un sujet peut-être pour la livre sterling, mais finalement, c'est un sujet probablement pour l'économie britannique et l'économie européenne. Mais on fait comme si, de toute façon,
on ne savait pas si on allait s'en sortir par le haut, par le bas. Donc on s'en préoccupe vraiment plus et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à anticiper et donc on a évacué sur les marchés. Voilà, c'est le Brexit. Pourtant, en cas de hard Brexit, on sait que ça va être vraiment très compliqué pour l'économie européenne. On le sait. Alors on a dit qu'on avait fait des plans, etc. Mais franchement, mettre des régimes de TVA dans un pays qui sort de l'euro soudainement, c'est quand même pas neutre et ça va vraiment freiner les échanges commerciaux. Mais on fait comme si tout ça était sous contrôle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on profite avant potentiellement un hard Brexit ou avant une mauvaise nouvelle sur ce sujet-là ou Non, mais c'est qu'en fait on n'arrive pas à l'imaginer. Donc comme ça fait 43 ans que enfin il me semble même plus d'ailleurs, ça fait 46 ans je pense maintenant, que le Royaume-Uni est dans l'Union Européenne, en fait on arrive difficilement à imaginer un retour en arrière et la paperasse que ça devrait générer, les files de camions qui pourraient pas passer parce qu'il faut vraiment faire des contrôles aux frontières. Oui. Donc c'est vrai que c'est tellement difficile à imaginer que je pense qu'on a décidé de se dire finalement il y aura un accord et ça sera plus simple comme ça. En même temps, on n'a pas vraiment tort vu que les Anglais n'arrivent pas à sortir de l'Union Européenne et donc là qu'ils reportent systématiquement le Brexit tous les 3 mois. Voilà, et là on a des élections qui on aimerait que la campagne législative soit une sorte de référendum. Est-ce qu'on veut un hard Brexit? Est-ce qu'on veut un soft Brexit? Ou est-ce qu'on veut juste un Brexit? Et ça voudrait dire un potentiel désaveu pour Boris Johnson? Ou un potentiel plébiscite. Ou un potentiel plébiscite. D'autres sujets, donc il y a évidemment aux États-Unis donc la guerre commerciale avec la Chine, une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump, où là pour le coup on a l'impression qu'il y a cette procédure, les démocrates l'ont voulu, mais que finalement ça fait pas peur à grand monde. Ça fait pas peur à grand monde. Bon, c'est toujours une tâche sur un CV, on va dire. Oui, c'est sûr. On va dire, mais c'est surtout que ça permet de cliver encore plus la société. Donc je pense que c'est plutôt favorable à Donald Trump qui a déjà lancé sa campagne pour sa réélection. En même temps, il n'a pas beaucoup d'adversaires dans le camp républicain. Donc la campagne est lancée, ça permet de cliver, c'est toujours très bien. Et puis en même temps, c'est lui qui est aux manettes. Et on a vu en octobre que Donald Trump savait très bien gérer la politique extérieure des États-Unis, comme on l'a vu avec la Turquie et avec la mort du leader de Daesh. Et alors justement sur ces deux sujets que vous pointez du coup dans votre vision des marchés, en fait c'est deux sujets mais qui ont été vécus dans l'actualité de manière très courte, que ce soit l'offensive turque vis-à-vis des Kurdes ou la mort du chef de l'État islamique, et vous l'identifiez comme un risque politique, notamment vis-à-vis de la place de la diplomatie européenne. Oui, bien sûr, c'est qu'en fait on a du mal quand même à s'imposer sur l'échiquier mondial en Europe. Et plus on marginalise l'Europe, plus ça peut avoir des répercussions financières. Ça, c'est une évidence. Et quand on est dans un contexte de campagne présidentielle américaine, c'est sûr que qui va faire la pluie et le beau temps sur l'économie, les marchés, ça va être encore une fois les États-Unis. Et on voit bien qu'une place de diplomatie très forte permet finalement d'attirer des capitaux. Et du coup, effectivement, ça s'est un peu fait sans nous, j'ai envie de dire. Ça s'est fait entre les Turcs, les Russes et les Américains. Et alors, dernier risque politique, parce que l'heure tourne, du coup, il y a cette fameuse situation en Amérique du Sud où là, pour le coup, on a des instabilités politiques et même des instabilités monétaires. Voilà, et on a des instabilités qui font que finalement, c'est des zones qui sont parfaitement délaissées. On en a parlé à la précédente vision des marchés. On a le Venezuela qui est en défaut depuis 2017, qui n'arrive pas à... On a eu quand même des billets de Russie qui ont été exportés vers le Venezuela cette semaine, donc des billets de banque, parce qu'il n'y a pas de flux internationaux du fait des sanctions américaines. On a la Bolivie qui a subi des émeutes, et on voit que cette instabilité en fait est complètement évacuée par les marchés financiers et par les gestionnaires de fonds qui préfèrent finalement allouer vers des zones tranquilles. Enfin, c'est normal, les investisseurs sont normalement rationnels, et donc c'est pour ça on la boucle est bouclée. C'est ces risques politiques, moins vous en avez, plus vous attirez des capitaux, et plus finalement on a une dichotomie entre les bons et les mauvais, on va dire. Et alors vous parliez aussi en introduction de l'omniprésence du coup des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En Europe d'ailleurs, on rappelle que c'est maintenant Madame Lagarde qui est à la tête de la BCE. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'avoir une économie autant soutenue par ces banques centrales? C'est sûr qu'on n'a pas le choix, et si on part du principe qu'en Europe on est en phase de japonisation, vous l'avez un peu
dit dans la première partie de votre émission. Vous avez parlé de l'immigration et effectivement quand on ne fait pas de bébé et qu'on veut stopper l'immigration, forcément on met un frein grave sur la croissance. C'est ce que Merkel a payé en 2015 avec l'ouverture de ses frontières, parce qu'on a une économie allemande qui ne fait pas assez d'enfants, donc ça pèse sur la croissance et on est obligé de faire venir des gens pour vivifier la population. Donc c'est difficile, mais c'est vrai qu'on est en japonisation de l'économie pour l'instant. Alors on espère s'en sortir par le haut, mais pour ça il faut... principal vecteur de la croissance, c'est la population. Si vous n'avez pas de croissance de population, c'est très compliqué d'avoir de la croissance et donc d'avoir de l'inflation. Donc les banquiers centraux, en tout cas en Europe ou au Japon, n'ont pas vraiment d'autre choix que de soutenir l'économie en ayant une politique extrêmement répressive financièrement. Donc la répression financière, c'est avoir des taux nuls, voire négatifs. On ne peut pas s'en sortir autrement. Après, aux États-Unis, je pense que la Banque centrale américaine essaye de compenser en fait l'action politique de Donald Trump qui est extrêmement agressive vis-à-vis de la Chine et qui ralentit finalement l'économie mondiale. Mais en même temps, avoir des banquiers centraux extrêmement présents, ça permet au marché finalement de sentir qu'il y a finalement un put et un soutien et qu'on peut finalement privilégier les actifs risqués et contrebalancer en fait le ralentissement de la croissance en investissant justement dans des zones de risque plutôt que des obligations d'État à moindre risque. Et alors justement, si on parle d'investissement et pas forcément de zone de risque, quels sont vos choix d'investissement chez Miriam M dans ce contexte? Alors dans ce contexte, c'est surtout dans un contexte de fin d'année, puisqu'on s'est quand même bien tiré d'octobre. Je rappelle quand même que octobre 2018 c'était plutôt un -10 et là on est largement positif sur le mois d'octobre, donc on essaie de gérer au mieux la fin de l'année, donc on s'est rapproché vraiment de la neutralité. On privilégie toujours les actifs en devise et on s'achète une assurance avec de la duration américaine qui est encore positive et on privilégie aussi les actifs de portage, notamment les obligations émergentes, sont des zones qui à forte visibilité plutôt que faible visibilité. Merci beaucoup Pierre Bismuth. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.